Mon histoire Else, écrit par Cher M. Chapitre 2, le coup de pouce du destin. Au début, j'avais ri. Je n'arrivais pas à en croire mes oreilles. Ce que Solange m'avait raconté était donc vrai. C'était tellement inattendu que, sur le moment, mon cerveau avait eu du mal à réaliser la portée de ses propos. Maintenant, dans le taxi-bus bruyant et enfumé par les émissions de tuyaux d'échappement qui me ramenaient vers la maison, je déchantais tout doucement. C'était comme si une main invisible effaçait mes rêves de réussite que je nourrissais depuis maintenant 4 mois. Ce n'est pas possible. Il est devenu complètement fou, me disais-je intérieurement. Le taxibus dans lequel j'avais pris place était un vieux tas de tôle rouillé, avec des bancs trop rapprochés qui obligeaient les passagers à endurer le martyre, les jambes coincées contre le banc de devant, pendant tout le trajet qui les ramenait du centre-ville. Un trajet rendu interminable par des bouchons. Assourdi par le vacarme du moteur, je fouillais dans ma mémoire dans l'espoir de retrouver une explication à la réaction étrange de mon chef, Steve Maele. Je ne voyais pourtant pas ce qui justifiait son attitude envers moi. Depuis que j'avais débuté mon stage professionnel dans cette ONG, j'avais toujours fait de mon mieux pour défendre les intérêts de la structure qui m'avait recueilli. Je devais beaucoup à Steve. Je l'avais rencontré comme par hasard dans un taxi. Au fil de notre conversation, je l'avais impressionné par mon raisonnement et mon calme. Très vite, il m'avait proposé de collaborer avec lui au sein de sa structure qui œuvrait dans le domaine de l'humanitaire. À l'époque, je ne connaissais rien à ce monde des ONG, des Nations Unies et autres structures de coopération bilatérale. Mais ce genre de travail m'attirait énormément. Il était synonyme de voyage à travers le monde, de découverte et d'épanouissement personnel. Je considérais aussi qu'une carrière dans ce secteur serait au-delà d'un simple moyen de gagner sa vie, une façon très noble de venir en aide à des personnes en détresse. Avec la proposition de Steve, je fus donc très heureuse de voir une porte s'ouvrir pour moi dans l'humanitaire, même s'il ne s'agissait que d'un stage. Pour une simple étudiante comme moi, c'était comme si on me mettait le pied à l'étrier. Malgré les problèmes financiers de mes parents et le fait que je ne gagnais pas grand-chose, si ce n'est qu'une petite prime d'encouragement, je me jetais à corps perdu dans mon travail, désireuse d'en apprendre au maximum, de gonfler mon curriculum vitae et d'être la plus productive possible. Craintive au début, petit à petit, je pris de l'assurance et fis preuve d'initiative. Steve était plutôt satisfait de mon travail. Enfin, c'est ce que je croyais jusqu'à ce que Solange, ma collègue de bureau, me fasse cette révélation. Steve m'accusait de profiter des relations de travail qu'il m'avait lui-même apportées pour me trouver une meilleure position dans une des structures d'appui avec lesquelles nous collaborions. Pour lui, j'étais purement et simplement en train d'escroquer mes employeurs. J'étais sciée. Cette accusation me blessait au plus haut point, d'autant plus que j'étais totalement innocente. Pour mon travail, je n'avais pas hésité à sacrifier mes amis, mes vacances et tourmenter mes parents malgré leurs charges pour qu'ils assurent mon transport quotidien. Après tant d'efforts et de sacrifices, je n'estimais vraiment pas mériter toutes ces accusations. C'était tout simplement injuste. Pour moi, c'était clair que Steve en avait marre de son rôle de formateur. Et qui veut noyer son chien? Peut-être que pour lui, je devenais trop gênante ou que je suscitais trop d'intérêt à son goût auprès de nos partenaires. Dans tous les cas, depuis un certain temps déjà, son comportement envers moi avait changé. Il perdait patience, m'acculait de travail et n'hésitait pas à me donner des ordres contradictoires qui, en fin de compte, finissaient par me mettre dans l'embarras. Le moment était venu de partir. Je commençais à avoir des fourmis dans les jambes avec ces bancs trop rapprochés. Oui, le moment était venu pour moi de partir. Mais une démission en ce moment aurait mis en péril mes projets. Il me fallait économiser pour mes cours. Mon père avait construit tellement d'espoir autour de mon petit job. Il me permettrait non seulement
de me construire une réputation, mais également d'apprendre les ficelles du métier. Avec une discipline rigoureuse de ma part, j'aurais pu économiser assez pour payer ma dernière année de licence. Non, je ne pouvais pas perdre ce boulot en ce moment-ci. La situation à la maison était au plus mal. Me retrouver au chômage n'aurait fait que rajouter des soucis à mes parents qui en avaient déjà tellement. Les larmes étaient tout près. Non, je n'allais tout de même pas pleurer pour cet ingrat et avare de Steve qui n'avait peur que d'une seule chose en fait, que je lui fasse de l'ombre. J'étais coincée. Je ne pouvais pas travailler dans une atmosphère pleine de suspicion avec un chef qui n'avait pas confiance en moi, un chef qui m'attendait à chaque tournant. Il m'a virée. Ce matin, en ouvrant ma boîte email, le message était là, bref mais clair. Je devais quitter le bureau à la fin de la semaine après avoir touché ma dernière paye. Le salaud, il n'a même pas le courage de me le dire en face. C'était fini, je n'avais plus de travail. Comment faire alors pour payer mes courses en job? Terminus. Les passagers du bus se mirent à descendre. Je fus la dernière à quitter le véhicule. Je me sentais si fatiguée. Une portion de la route principale menant chez moi était fermée pour des travaux. Je devais poursuivre le reste du trajet à pied. Ma gorge me faisait mal à cause des nœuds de sanglots que je retenais. Comment annoncer ça à papa? Au fond de moi, je savais qu'il ne montrerait pas sa déception. Il me dirait certainement « Ne t'en fais pas, maman Else ». Il m'appelait ainsi parce que je portais le même poste-nom que sa mère. « Tu as encore une année à passer à l'université. De toutes les façons, il aurait bien fallu que tu arrêtes tôt ou tard. » Au début, l'idée que je passe mes vacances à travailler ne plaisait pas beaucoup à papa. Il aurait préféré que je me repose en vue de la dernière année d'université qui m'attendait. Pour lui, c'était une année décisive et il attendait de moi que je me surpasse. Travailler m'aurait fatigué et j'aurais eu un retard sur mes collègues. Et il avait raison. Je m'étais donné à fond dans mon boulot qui exigeait de moi un grand effort intellectuel. Mais j'aimais ce travail. Le bulletin d'information dont je m'occupais là-bas avait été conçu en grande partie par moi. C'est par moi qu'avait été lancé le numéro 00. C'était mon bébé. Il grandissait avec moi et comme moi. Plus j'en apprenais dans le domaine de l'humanitaire, plus il devenait mieux élaboré et plus riche. Mais aujourd'hui, on me l'avait arraché des mains. Une fois dans ma chambre, je m'écroulais sur mon lit. Les yeux fixés au plafond, je restais là pendant de longues minutes, regardant la lumière du jour quitter progressivement ma chambre au fur et à mesure qu'arrivait le soir. Il n'y avait pas d'électricité, mais rien de bien surprenant à Kinshasa la belle. Depuis presque un mois, nous étions sujets au délestage dans le quartier. Et lorsque c'était à notre tour d'avoir de l'électricité, il était faible, sinon instable. J'avais fini par m'habituer à cette situation comparable à celle des hommes des cavernes en plein XXIe siècle. Se résilier, le Congolais était très fort en ça. Il se complaisait à accepter tous ses malheurs avec toujours le même refrain à la bouche. Boko Yokakaboye, RDC Elokamakasi. Et il continuait à vivre, priant Dieu pour le changement, la paix, la santé, la richesse. Or Dieu a mis tout ce qu'il faut à notre portée. Il nous appartient de saisir les opportunités et de transformer notre environnement. Comme frappé par un éclair de lucidité, j'eus comme une révélation. Je me levai alors, bien décidé à me bouger. C'était de la folie, un culot sans nom. Mais c'était une piste que je me devais d'exploiter. Je voulais m'en sortir. Seigneur, faites qu'il accepte de m'aider. 10 minutes plus tard, je me retrouverai devant l'élégant portail sur lequel était inscrit 13 avenue Bocage 2. Mon cœur battait fort dans ma poitrine. Mon entreprise était osée, mais je n'avais pas d'autre choix. Je sonnai. Une sentinelle vint ouvrir la petite porte. Oui, bonsoir. Nalina Kutanana Kololopango, Jean-Christophe Djamani. Azalité, Azana voyage. La déception fut grande et se déferla en moi comme une vague. En voyage? Mais
Quand revient-il? Naébité. J'aurais dû m'y attendre. Je me frottais le front. La migraine me gagnait. Madame de Moutazali. Oui, je peux la voir elle à la place. Hein? Nakuta naekasi. Kotakasi. La maison était splendide, comme un petit nid d'oiseau niché au milieu d'un bosquet. Les lumières qui éclairaient le jardin donnaient à la maison une allure féerique dans la pénombre du soir. Un petit sentier de pierre menait à l'entrée principale. On pouvait à peine l'apercevoir, mais une piscine avait été aménagée à l'arrière de la maison. L'intérieur était encore plus envoûtant, mais je n'eus pas le loisir de l'admirer tout à mon aise. Une fois sur la terrasse de la maison, la sentinelle m'indiqua un siège en me demandant d'attendre pendant qu'il entrait prévenir sa patronne. Je me délectais de chaque objet qui décorait cette terrasse. L'endroit était très agréable, adapté pour les jours de grosse chaleur. Les fauteuils étaient en osier, construits par les mains d'experts de nos artisans locaux. Les coussins étaient confortables et fleuris. Dans chaque coin, il y avait des ventilateurs réglés pour souffler un vent léger et rafraîchissant. 3 tableaux étaient accrochés sur le mur. Tous représentaient soit des fleurs, soit la nature. La porte d'entrée de la maison s'ouvrit et une femme aussi belle que sophistiquée apparut dans l'encadrement de la porte. Elle n'avait pas plus d'1 ou 2 ans de plus que moi, mais elle avait une telle présence et une telle élégance que je me sentis minuscule à côté d'elle. « Bonsoir, madame. » Je m'étais levée pour la saluer. Elle me détailla des pieds à la tête, non pas surprise de me voir, mais plutôt comme pour m'évaluer par rapport à quelques critères qui m'étaient totalement inconnus. Par instinct, je me dis que la sentinelle lui avait certainement dit que c'était après son mari que j'avais demandé. Dans tous les cas, elle ne me rendit pas ma salutation et se contenta de me fixer, une main sur les hanches, une posture destinée à me prendre de haut. « Je suis désolée de venir chez vous à pareille heure, mais c'est une urgence. Pourquoi demandez-vous après mon mari ?» Elle avait insisté sur le mot « mari ». Et je sus immédiatement que ce fameux Jean-Christophe Djamani ne devait pas être un modèle de fiabilité. En fait, c'est après un de ses amis que j'en ai, répliquai-je, bien décidé à montrer à cette femme hyper jalouse que je n'en avais rien à faire de son homme. Lequel? Grégory Yemba. Il faut impérativement que je le contacte. Malheureusement, j'ai perdu toutes ses coordonnées et j'ai pensé que votre mari pourrait me donner son numéro de téléphone. Elle me toisa encore. Apparemment, mon mensonge ne l'avait pas convaincu. Mon mari n'est pas là. Il est en voyage d'affaires. Il est parti pour longtemps? Elle prit son temps avant de répondre. Il ne sera pas à Kinshasa avant une 15aine de jours. Une 15aine de jours? C'était trop long à attendre. Il fallait que je contacte Grégory au plus tôt. Ma déception devait être visible car la lionne prête à l'attaque s'adoucit et quitta sa posture austère. D'ailleurs, ils ont quitté le pays en même temps Grégory et lui. Ne me dites pas que Grégory aussi revient dans 2 semaines. Madame Yemba eut une moue ironique et haussa un sourcil réprobateur. Votre besoin de le contacter n'est pas impératif, mais plutôt vital à ce que je vois. Qu'est-ce qu'il s'imaginait? Que j'avais eu une aventure avec lui et que je ne m'en remettais pas? Ou peut-être que j'étais enceinte de lui? En fait, je m'en fichais de ce qu'elle pouvait bien penser, du moment qu'elle m'aidait à contacter Grégory. C'est très important, madame. Il faut que je le voie. J'étais carrément en train de la supplier. Sa moue ironique s'accentua encore plus. Elle me toisa pour la énième fois, en se demandant certainement ce que Grégory avait bien pu me trouver. Attendez-moi là. Victoire. Elle revint avec un bout de papier sur lequel elle avait griffonné un numéro de téléphone. Je ne m'attardai pas plus longtemps. Une fois sortie de cette maison de contes de fées régie par la méchante sorcière, je me précipitai vers un point de vente de cartes prépayées. Une fois mon compte approvisionné en unités, je composai les doigts tremblants le numéro que m'avait noté l'épouse de Jean-Christophe. Elle ne m'avait pas menti. Ça sonnait.
Mon cœur s'emballa. Deuxième tonalité. Était-il déjà de retour? Peut-être utilisait-il le roaming? Troisième tonalité. Il l'avait peut-être laissé à un proche ou à sa secrétaire. Quatrième. Grégory Yemba, j'écoute.